Cher François, merci pour ce nouveau témoignage d'une amitié qui dure depuis très très longtemps, effectivement, avec toi, avec d'autres collègues et amis de l'institution et l'institution elle-même. Et merci à Diane d'avoir vraiment sincèrement, merci de m'avoir associé à cet anniversaire qui me touche beaucoup pour des raisons à la fois intellectuelles et humaines que tu viens de rappeler. Je suis dans un lieu où j'ai des amis. Nous avons noué à la fois des relations intellectuelles, mais toujours avec une très profonde amitié. Et je crois juste un mot pour dire que j'accorde beaucoup d'importance à votre anniversaire, au 50e anniversaire de ce séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, parce que je crois vraiment profondément que nous sommes à un tournant. C'est-à-dire que je me réfère par exemple à un ouvrage d'un économiste, d'un spécialiste d'histoire de l'économie, Arnaud Orin, qui dit dans Les savoirs perdus de l'économie, un livre magnifique que je vous conseille de lire, il dit encore, nous sommes à un tournant historique. Et nous sommes à un tournant historique et il y a une nécessité de changer le régime épistémique, de changer le régime des sciences, confrontés que nous sommes, confrontés que nos sociétés sont face à de nouveaux défis très très importants qui supposent notamment qu'on abaisse, pour reprendre un terme de Fernand Braudel, les droits de douane entre disciplines. Donc Orin pose le problème notamment de l'interdisciplinarité en disant on en connaît les difficultés, on en connaît les limites, mais c'est extrêmement important. C'est un des éléments qui doit entrer dans un nouveau régime épistémique dont nos sociétés ont besoin. Et je crois que donc, cet anniversaire, c'est à la fois un bilan, c'est une histoire, mais c'est probablement aussi des perspectives. Un avenir qu'il faut donner effectivement à cette interdisciplinarité, avec la conviction que j'ai qu'on doit la renforcer encore entre juristes, chercheurs juristes et chercheurs de sciences sociales notamment. Et le faire, je crois qu'il y a eu déjà des exemples tout à l'heure, on doit le faire empiriquement, sur le terrain aussi. Le travail interdisciplinaire n'est plus simplement d'affûter les armes épistémologiques en quelque sorte, mais c'est de les utiliser en pratiquant un terrain en commun. Et c'est ce que je suis en train de faire effectivement avec une collègue et amie, Stéphanie Lacour, donc juriste. Et nous sommes donc sur ce terrain de la recherche internationale dont le titre est « La place du citoyen dans la fabrication de la loi ». Et je crois que c'est là aussi, c'est un des enjeux qui suppose ce problème des citoyens qui est posé. Je crois qu'on est dans une période, en quelque sorte, où le social, au sens large du terme, les effervescences de la société ne sont plus des variables dépendantes. Elles sont des variables indépendantes. Et on a un travail de renouveau, je crois, de la façon de penser les savoirs et d'unir les savoirs pour faire face à ces défis. Voilà. Mais j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais ce n'est pas à moi de prendre la parole. C'est à Anna Siboni. Donc, Anne Leeds, à vous cette parole. Donc, professeur à l'Université de Louvain, Louvain-Saint-Louis. L'autre campus, mais c'est la même maison. Bon, très bien. Donc, je vous laisse, excusez-moi d'avoir été un peu long, je vous laisse la parole. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis honorée et touchée d'être invitée à célébrer cet anniversaire. Je tiens à remercier Diane, Antoine et Jérémy pour leur invitation. Et c'est vraiment un honneur d'être ici ce matin. Quand j'étais étudiante en droit, quand j'étais doctorante en droit et que j'ai découvert les travaux de Michel van de Kerkhove et de François Host, ça m'a donné le courage de continuer en droit parce que j'ai découvert là un espace extra-doctrinal dont j'avais besoin de sentir l'existence. Alors voilà, merci. Et sans être trop longue, je voudrais aussi partager une petite pensée, un petit souvenir de Michel van de Kerkhove. Un jour, on s'est retrouvés à une conférence à Lille et puis on s'est échappé du drink un peu rapidement pour pouvoir aller au musée et voir quelques tableaux avant de reprendre le train pour Bruxelles. Et voilà, c'est un beau souvenir et comme ça a été dit, je pense qu'il est un peu avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler
l'analyse comportementale du droit, en tout cas la rencontre entre les sciences comportementales et le droit, ou plutôt les rencontres, parce que il me semble qu'elles sont multiples. En guise de préambule, je me réfère au programme de ce séminaire qui se voulait donner la parole aux nouvelles approches. Alors oui, c'est une nouvelle approche, mais pas non plus si nouvelle que ça. Hein. L'article le plus cité date de 1998. Celui qui est encore plus cité, je crois, dans les hit parades de Google Scholar, Debiasing Through Law, date de 2006. Donc, c'est quand même une approche qui a 25 ans. C'est pas tout nouveau. On fête aussi un petit peu son anniversaire. Le deuxième point de mon préambule, c'est pour rebondir sur un autre terme du programme, l'interdisciplinarité comme un mouvement. Alors, je n'étais pas sûre si les organisateurs avaient voulu écrire que nous tous qui aimons explorer le droit à travers d'autres disciplines formons ensemble un mouvement. Ça, je n'en suis pas sûre. Mais je voudrais rebondir sur ce terme parce qu'il y a quand même du mouvement dans ce dont je veux parler et qui est un mouvement fréquent dans les approches interdisciplinaires, un mouvement entre les États-Unis et l'Europe qui me semble, que je développerai plus longuement dans ma contribution écrite. Pour ce matin, je vais être très brève, aussi brève que je peux sur le premier point, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les rencontres américaines. Il faut quand même commencer par là parce que c'est aux États-Unis que s'est produit en premier lieu la rencontre entre les juristes et les sciences comportementales et bien sûr dans un contexte tout à fait particulier. Il faut dire un mot de ce contexte pour comprendre, me semble-t-il, ce qui se passe. Alors le paysage académique en droit aux États-Unis est différent de celui qu'on connaît, même si on ne peut pas généraliser pour toute l'Europe. La différence qui m'intéresse pour le propos de ce matin, c'est que dans les law schools américaines, à partir des années 70, certainement 80, l'analyse économique est très présente. Ici, on a l'école de Chicago qui est un peu le navire amiral de cette flotte-là, mais c'est beaucoup plus général. Ça veut dire concrètement, par rapport à l'enseignement, que ce n'est pas un cours, Law and Economics, c'est une approche qui se décline sans qu'il y ait même besoin de la nommer dans des tas de cours. On commence un cours de droit des sociétés en disant, il y a un problème principal à Jean, il faut que les managers arrivent que les actionnaires arrivent à contrôler les managers, comment ils font, et on sort une boîte à outils qui vient de concepts économiques. Et l'économie qui est mobilisée dans cette approche-là, c'est de l'économie néoclassique, donc avec ses hypothèses un peu héroïques sur la rationalité pure et parfaite. Arrivent ces deux personnages, Kahneman et Tversky à gauche et Kahneman à droite, qui nous ont tous les deux quittés, Kahneman récemment. Ce sont deux psychologues qui ont eu le prix Nobel d'économie, ce qui n'est pas très fréquent, pour leurs travaux ayant remis en cause la rationalité telle que la pensaient les économistes. Alors, comme je viens de le dire, l'analyse économique du droit se fondait sur l'économie néoclassique, remettre en cause un élément fondateur de cette économie-là produisait des effets de domino sur l'analyse économique du droit. Alors, est-ce que cette révolution, ce qui a été une sorte de révolution aux États-Unis, a traversé l'Atlantique ? À la rigueur, à la rame et encore, parce que vous arrivez dans une fac de droit française ou francophone en disant mais tu te rends compte, les hypothèses de l'analyse économique néoclassique sont complètement remises en cause.
Oui. En même temps, comme je ne me servais pas de cette analyse économique dans mon étude du droit, ça m'importe relativement peu. Alors, il faut comme je ne sais pas quel est le degré de familiarité, peut-être que tout le monde ne sait pas vraiment ce dont je parle, en fait, quand je dis cette remise en cause par Kahneman et Tversky des hypothèses de la rationalité pure et parfaite. Tout en étant très bref, je vais quand même dire un petit peu de quoi il s'agit. En fait, c'est un courant de la psychologie qui s'appelle Judgment and Decision Making, et qui met à jour, à travers des expériences empiriques, certaines régularités cognitives qui sont, si on les regarde à travers ces lunettes d'économistes à la rationalité pure et parfaite, des aberrations, des bizarreries de raisonnement. C'est ce qui intéressait Kahneman et Tversky. On a appelé ça aussi, on appelle ça toujours des biais cognitifs ou des heuristiques de jugement. Le terme biais, qui est forcément connoté négativement, a du sens si on est un économiste. Si on ne l'est pas, je suis pas sûre que ce soit le meilleur terme, mais enfin, il est là dans la conversation. Alors, on parle par exemple du biais de statu quo ou d'inertie. C'est le phénomène c'est le nom qu'on a donné au phénomène d'inertie dans la décision, quand on a tendance à préférer ou à se comporter comme si on préférait le statu quo plutôt qu'un changement. Donc, parmi les exemples qui ont été étudiés, beaucoup commentés, si y a un plan de retraite par défaut que votre employeur cotise pour vous à condition que vous acceptiez de mettre une petite partie de votre salaire de côté chaque mois, ça c'est l'option par défaut, vous pouvez sortir de ce plan-là, mais la plupart des gens vont pas en sortir. Dans un domaine bien juridique, je sais qu'il y a des spécialistes de droit des contrats dans la salle, une clause de renouvellement tacite, c'est aussi une option par défaut. Si on ne fait rien, le contrat va se renouveler. Alors, les explications de ces constats empiriques font appel aux émotions. C'est une des explications de ce phénomène, des explications psychologiques, c'est que c'est une sorte de théorie du regret. Le regret est plus intense quand il nous arrive quelque chose de mauvais et qu'on a pris une action qui a contribué à ce résultat, plutôt que s'il nous arrive quelque chose de mauvais et on a été passif, c'est comme si on y était pour rien, c'est pas la même intensité de regret. Je gère le temps. Je me demande si je ne vais pas sauter cet exemple célébrissime. Non, si. Et passer à un autre... un autre biais, juste à fin d'illustration, qui s'appelle le biais d'ancrage et dont il est beaucoup plus question dans la littérature juridique actuellement. Donc l'expérience très célèbre qu'avaient menée Kahneman et Tversky, c'était on faisait tourner une roue qui était faussée, elle s'arrêtait en fait que sur deux chiffres, un chiffre bas qui était 10 et un chiffre haut qui était 65, et donc c'était ce qu'on appelle un priming. Les gens avaient dans leur conscience proche un chiffre, et puis ensuite on posait une question qui avait absolument rien à voir. Quelle est la proportion de pays africains à l'ONU? Une question dont la plupart d'entre nous ne connaissons pas la réponse exacte, et donc on fait une sorte d'estimation, et l'expérience montre que cette encre attentionnelle, alors même qu'elle n'a rien à voir avec la question, influence quand même les réponses, c'est-à-dire que ceux qui ont vu le chiffre 10 vont avoir une estimation beaucoup plus basse, de 25%, que ceux qui ont vu le chiffre plus élevé, qui vont comme ajuster à partir de cette encre, même sans pertinence. Alors,
ces constats aboutissent, en résumant drastiquement, à quelques leçons. Les humains ne décident pas uniquement sur la base des informations. Un message adressé principalement aux économistes, mais enfin, ça peut interpeller quelques juristes aussi. Le contexte importe, et il importe beaucoup. Et donc, l'analyse économique manque quelque chose d'important. Alors, tout ça, c'est pour situer l'interdisciplinarité initiale qui est vraiment entre psychologie et économie, mais qui, dans le contexte américain, va avoir un fort retentissement sur le droit. Si j'avais plus de temps, je vous parlerai un petit peu de quelques questions de méthode que un auteur que j'admire et que j'apprécie je trouve très bien clarifié. On se situe dans la perspective de l'efficacité du droit, et le message consiste ici à dire que le droit l'efficacité dépend souvent de la prise en considération de comportements humains. Tout dépend de comment les gens vont réagir à la règle. Ça va bien sûr affecter les effets de la règle. Et donc, on a intérêt, comme juriste, si on se préoccupe des effets de la règle, à se préoccuper des comportements. À cet égard, l'approche comportementale se veut fondamentalement empirique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer à la réflexion juridique des résultats empiriques existants. J'en ai nommé 2 parmi beaucoup d'autres. Mais il peut s'agir aussi, bien sûr, de produire de nouvelles données empiriques qui soient encore plus directement pertinentes dans un contexte qui intéresse les juristes. Et bien sûr, il n'y a pas de coordination parfaite entre ce que fait la science du comportement et ce que veulent les juristes, entre les questions qu'on se pose et les réponses que les études empiriques peuvent apporter. Et donc, il y a une série, bien sûr, de décalages entre les données empiriques disponibles et celles dont les juristes auraient idéalement besoin. Et l'analyse comportementale, contrairement à l'analyse économique, mais c'est lié au fait qu'elle est empirique, se veut neutre d'un point de vue normatif, ce qui ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de pertinence à propos de questions normatives. Alors j'en viens aux rencontres européennes. Alors là, c'est un peu comme le téléphone en Afrique. On commence beaucoup plus tard, et alors on commence avec une technologie et un contexte différent. Comme notre technologie principale dans les études juridiques, c'est la doctrine, je vais commencer par là où les sciences comportementales peuvent rencontrer la doctrine. Vous donnez n'importe quoi à un juriste, y compris des données empiriques, il va faire des arguments, évidemment. Donc, il y a tout un courant d'études qu'on peut qualifier de doctrinales, mais qui construisent des arguments à partir de données empiriques des sciences comportementales. Des arguments du type, dans tel contexte, tel effet est observable de manière statistiquement significative et reproductible. Et donc, je vais en tirer une régularité de comportement, une sorte de présomption de régularité de comportement sur laquelle je vais me fonder pour éventuellement proposer un énoncé normatif. Il y a des arguments aussi qu'on peut construire qui sont plutôt du type le droit devrait se préoccuper d'un certain effet, même si le droit n'a pas encore de nom pour ça, ou même s'il a un nom mais qu'il est différent de celui que lui donnent les sciences comportementales, car le contexte dans lequel opère le droit est suffisamment proche d'un contexte dans lequel cet effet a été étudié. Et donc là, le message est plutôt juristes, regardez ça, alors que peut-être les juristes regardaient ailleurs. Donc on a des arguments qui peuvent être des arguments dans le discours sur les faits que le droit cherche à régir, mais aussi des arguments sur les effets que le droit peut produire. Illustration avec ce biais d'inertie ou de statu quo. Parfois, le droit définit
une option par défaut. C'est le cas en matière de don d'organes. Si vous ne faites rien en Belgique, vous êtes donneur d'organes. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Il faut s'inscrire activement sur un registre de donneurs d'organes. Ça donne des proportions de donneurs d'organes dans la population très différentes. Parfois, le droit réglemente l'utilisation du biais de statu quo par des acteurs économiques. Vous êtes en train de réserver un billet d'avion et vous avez ce choix que j'ai formulé exprès de façon un petit peu sournoise. Oui, je souhaite une assurance. Non, merci, je suis déjà assuré. Le droit interdit cela. C'est l'article 22 de la directive sur les droits des consommateurs. Donc, le droit fait l'hypothèse que le biais de statu quo est suffisamment fort pour que, si les marchands l'exploitent, ce soit au détriment des consommateurs. Et donc, pour protéger les consommateurs, on interdit cette exploitation par les professionnels. Alors, on pourrait de là construire des arguments par analogie en disant « Ah, mais ça montre que le législateur reconnaît l'existence de ce... et la force de ce biais de statu quo. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de la même intuition quand il s'agit par exemple d'actions collectives où manifestement ça jouerait aussi. Je termine avec des rencontres entre la pratique législative et les études empiriques comportementales. Au niveau européen, il y a une pratique de commande publique d'études comportementales qui s'est développée depuis bientôt 15 ans. La Commission européenne, quelques agences européennes aussi, mais surtout la Commission européenne, commande des études comportementales. On en a dénombré une bonne quarantaine à ce jour. Donc ce sont et la Commission est plutôt fière de ce qu'elle fait. Elle met ça en avant sur son site. Elle construit un discours par rapport à cette commande publique qui sert qui porte surtout sur des sujets pour étudier empiriquement comment les consommateurs réagissent à l'information. Si on présente telle information plutôt que celle-là, si on présente l'information comme ci plutôt que comme ça, alors qu'est-ce que les gens comprennent et quel choix, est-ce que ça influence leur choix ? C'est par exemple une étude de ce type qui a conduit le législateur à obliger les banques et les intermédiaires financiers à présenter sous cette forme le risque d'un produit d'épargne proposé aux consommateurs. Ce sont des études qui sont aussi mobilisées pour créer des labels. Par exemple, il y a une question à l'étude en ce moment, c'est comment donner de l'information sur la réparabilité pour orienter les choix des consommateurs. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de... C'est très bien de se tourner vers l'empirie, on en parlait tout à l'heure. Pour un chercheur, c'est aussi intéressant de se demander, quand on étudie ce corpus, se demander quelles sont les questions qui ne sont pas étudiées empiriquement. On étudie plein de questions détaillées sur l'information, la perception de l'information, mais on n'étudie pas... on ne compare pas l'efficacité d'un étiquetage comme le Nutri-Score avec un coin réservé aux produits sains dans les supermarchés. Donc il y a peu d'études, il n'y a pas à ma connaissance d'études empiriques qui testent l'efficacité d'options législatives vraiment très différentes. Les perspectives de recherche que cela ouvre, me semble-t-il, c'est d'abord de décrire et d'analyser ces pratiques européennes, nationales de recours aux sciences comportementales. On pourrait aussi faire un peu de sociologie juridique et de sociologie des sciences en étudiant les acteurs, les dynamiques entre les acteurs à travers les marchés publics, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur les méthodes utilisées et aussi, travail peut-être plus pour les juristes, tracer le devenir de ces études empiriques jusqu'à des textes de soft law ou de droit contraignant, et puis évaluer ces pratiques. Alors, on a une référence juridique pour les évaluer. Dans le cadre de l'Union européenne, c'est
l'initiative Mieux légiférer, Better Regulation, qui dit l'Union européenne doit utiliser les meilleures preuves disponibles. Est-ce que les preuves qu'elle rend disponibles sont les meilleures possibles? C'est une question, me semble-t-il, intéressante. On pourrait aussi, en faisant équipe avec d'autres chercheurs, interroger les choix méthodologiques faits dans les études dont il est question. Mon temps est écoulé et donc j'en viens à ma conclusion. Je crois que dans ces nouvelles approches, pour la pratique du droit, il y a un champ à étudier autour de la législation dans les nouvelles pratiques empiriques. Il y aurait aussi ça à étudier dans le cadre du contentieux, mais je n'ai pas le temps de m'appesantir. Et pour terminer, dans la recherche juridique, il y a, je pense, un lien qui n'est pas du tout mis en avant aux États-Unis, mais qui gagne à être compris et pensé en Europe, qui est l'utilisation dans des travaux doctrinaux d'arguments tirés d'études empiriques. Et dans la recherche vraiment interdisciplinaire, je crois que parmi les questions à se poser, est-ce qu'on utilise de la bonne science dans la fabrique de la législation et aussi dans le prétoire? Ce sont des perspectives de recherche. Merci. Merci beaucoup.